Merci beaucoup pour ces premières précisions. Yohann Gillet, il est donc là le gage qui a fait que c'est lui, en fait, c'est que le RN attend de voir, tout au moins. Jean-Philippe Tanguy, pourtant, c'était il y a quelques heures à peine, était très critique de sa personne. Il disait, oh là là, Michel Barnier, c'est un fossile. Il est fossilisé dans la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec, y compris à l'Europe. Donc vous avez envie de donner sa chance à quelqu'un qui, pour vous, a priori, est synonyme et symbole d'échec, ou vous vous dites, à défaut d'autre chose ? Mais c'est à défaut, évidemment. Nous sommes dans une situation de blocage. Il faut bien trouver une solution. On n'est pas, nous, des anarchistes, comme peut l'être le bloc de gauche à l'Assemblée nationale. Vous avez décidé de sauver Emmanuel Macron, le pays. C'est vous qui avez voté pour Emmanuel Macron, excusez-nous, mais pas moi. Ah non, mais là, moi, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. C'est vous qui avez fait une tambouille politique à l'entre-deux-tours des élections législatives. Vous censurez ou pas le Premier ministre nommé par Emmanuel Macron ? Vous allez me laisser finir. Nous n'allons pas censurer le discours a priori le Premier ministre pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de raison de le censurer a priori. En fonction de son discours. Donc vous le soutenez ? En fonction, on est tout simplement logique, on respecte les institutions et nous, on ne veut pas le chaos. Nous sommes déjà dans une situation de chaos en France, budgétaire notamment, avec les finances publiques qui vont très mal, sécuritaire, migratoire. Les Français n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Nous demandons donc au Premier ministre d'agir concrètement pour mettre en œuvre tout ce que n'a pas su faire ou n'a pas voulu faire Emmanuel Macron depuis 2017. On l'a dit en termes d'immigration, en termes de pouvoir d'achat. Et nous demandons également, effectivement, la mise en place d'une proportionnelle pour deux raisons. La première, c'est de pouvoir faire en sorte que les Français soient mieux représentés à l'Assemblée nationale. La seconde, c'est pour que, après la prochaine dissolution qui est inévitable en juillet ou septembre prochain, eh bien, nous ne retrouvions pas une nouvelle fois en situation de blocage politique. Respecter les électeurs du RN, ça veut dire quoi ? Juste vraiment d'une phrase. Ça veut dire ne pas les insulter. Xavier Bertrand, nous avions dit très clairement que nous allions le censurer d'emblée parce qu'il a été insultant et outrancier à l'égard des électeurs du Rassemblement national. Okay. Nous sommes la voix de nos 11 millions d'électeurs et nous n'avons pas à laisser nos électeurs se faire insulter et piétiner. Allons voir ce que ça donne du côté du nouveau Front Populaire et de LFI en particulier, puisque Jean-Luc Mélenchon, dans la foulée de cette annonce, s'est exprimé sur sa chaîne YouTube. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit, le leader des Insoumis. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Aussi bien, le président prétendant qu'il s'est assuré de la plus grande stabilité possible avec M. Barnier, avoue-t-il qu'il a d'ores et déjà reçu des engagements dans ce domaine. Regardez quelques tweets, justement, émanant de votre famille politique. Je crois que c'est l'un des premiers à avoir tweeté, c'était Adrien Quatennens. Macron a trouvé le visage qui incarne la mobilisation massive des jeunes et des quartiers populaires, la victoire du LFP et la volonté de rupture exprimée par les Français. Je crois qu'il y en avait un autre qui était un petit peu plus court. Et voilà, ça c'était le premier après l'annonce. Comme prévu, Macron, juste avant que ce soit officiel d'ailleurs, Macron s'apprête à nommer Macron. Donc on a compris que pour vous, tout ce qui était hors Lucie Castet, ça ne tiendrait pas la route. Donc, il y aura des mobilisations ce week-end. Et encore plus, vous allez être encore plus revigoré par la perspective de ce gouvernement que formera Michel Barnier. Je tiens à dire d'abord que la situation est particulièrement grave d'un point de vue démocratique. Nous avons un président de la République, Emmanuel Macron, qui aujourd'hui, allié avec Marine Le Pen, a décidé de voler une élection démocratique, de ne pas se plier à son résultat. Le résultat, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Le résultat de l'élection démocratique a été clair. C'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête. Le Rassemblement national a été battu. Pour le s'il vous plaît. National. On est dans un moment où je pense qu'on peut laisser les uns et les autres s'exprimer. Allez, s'il vous plaît, sinon on vous déplace et on vous change de place l'un et l'autre. Donc, nous sommes dans un moment où le peuple français
a décidé d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, où le peuple français a décidé que le nouveau Front populaire arrivait en tête de ces élections. Et le président de la République le nie, le conteste et bafoue complètement une élection démocratique. À partir de ce moment-là, il faut que le peuple français défende son élection. Et pour cela, oui, nous décrétons la mobilisation générale. Nous appelons toutes celles et ceux qui veulent défendre la souveraineté du peuple, c'est-à-dire qui veulent que lorsqu'une élection démocratique a lieu, son résultat soit respecté, à se rendre dans toutes les rues de France le 7 septembre. Et puis, parce que le responsable de cette situation-là, c'est bien Emmanuel Macron, et que nous, au Nouveau Front populaire et à la France insoumise, nous n'entendons pas sauver le monarque présidentiel comme le fait le Rassemblement national. Il faut qu'Emmanuel Macron paye le prix politique de ce qu'il est en train de faire à nos institutions, à la République, et donc il faut le destituer. Et toutes celles et ceux qui sont en accord avec cette proposition doivent l'exprimer sur macron-destitution.fr. On va se pencher un peu sur les qualités. Vous savez a priori, on ne destitue pas un président de la République. Merci Florian de me couper la parole. Non, ce sont nous les parlementaires, vous avez raison, qui peuvent le destituer. Mais Emmanuel Macron, nous sommes 193, vous visiblement vous n'êtes plus parlementaire. Qui ont signé donc nous avons 193. Oui, parce que tous signé votre pétition parce qu'ils ne sont pas d'accord. Il reste des parlementaires dans le groupe NFP qui connaissent les institutions. Vous savez qu'il en faut beaucoup moins pour que la procédure soit enclenchée. Il faut ensuite que le bureau de l'Assemblée nationale se prononce. Alors le Nouveau Front populaire y est majoritaire. Et puis nous verrons bien qui sont celles et ceux qui veulent sauver Emmanuel Macron alors qu'il a été battu 2 fois dans les urnes. Les Français veulent s'en débarrasser. Combien de fois a été battu Mélenchon dans les urnes et pour autant ça ne l'empêche pas de se représenter à chaque fois. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Eh bien qu'Emmanuel Macron se représente alors. S'il est destitué. Ça n'a aucun sens. Non, bien sûr que ça a un sens. Y a-t-il une élection ? Attendez. Y a-t-il une élection dans ce pays ? Oui ou non ? Vous faites semblant de ne pas comprendre comment fonctionnent une élection dans ce pays ? Elles ont eu lieu, elles vous ont donné moins de 190 députés. Qui est arrivé en tête de cette élection ? Elles vous ont donné moins de 190 députés. Ne faites pas comme si vous ne connaissiez pas le fonctionnement du Parlement. Vous venez d'être élu quand même. Je connais le fonctionnement du Parlement. Ça fait 2 mois que vous tenez ce discours, vous saviez que ça allait arriver. Ça fait 2 mois, mais parce que depuis 2 mois, il y a une force qui est arrivée en tête. Connaissez-vous une seule discipline où la force arrivée en tête n'est pas déclarée vainqueur ? Ce que dit monsieur est irresponsable. Je suis en colère aujourd'hui parce que le président de la République des Français est bafoué. À grand renfort du Rassemblement national et de la Macronie. La nomination de ce Premier ministre a mis autant de temps, c'est que le président de la République cherchait à trouver un Premier ministre qui puisse avoir une majorité à l'Assemblée. Il a d'abord cherché à gauche. Il vous a sorti des noms de Premiers ministres qui étaient prêts à faire une coalition avec la gauche. Vous les avez descendus. Ce qu'il cherchait, c'était à ne pas accepter le programme qu'avaient choisi les Françaises et les Français. La première ministre que vous aviez choisie aurait été censurée dès le lendemain. Le problème, Emmanuel Macron et la majorité, c'est irresponsable ce que vous faites. La Macronie l'a exprimé de manière très claire. Vous avez là le résultat que vous cherchez depuis le début. Plus de votre politique. Les gens ne veulent plus de la retraite à 64 ans. Réalité, à la fin, Emmanuel Macron nomme un Premier ministre qui est favorable à la retraite à 65 ans. Pensez-vous que vous avez tout fait pour ne pas avoir de Premier ministre. Vous êtes responsable de la situation. Vous avez tout fait pour ne pas avoir de Premier ministre. Nous avons remporté les élections. Il y a un seul responsable dans cette. Il y a un seul responsable dans cette situation. Je vois bien qu'il est défendu et par le Rassemblement national et par les macronistes défaits. Le seul responsable de cette situation, c'est le président de la République. Vous savez, pour un démocrate, vous bouffez le temps de parole des autres quand même. Juste mais ce ne sont pas des démocrates. Comme nous avons l'alliance du RN et de la Macronie sur ce plateau, j'essaye de compenser. Vous prenez toute la place aussi. À un moment, il faut savoir se faire un peu plus petit. Bernard Cohen-Haddad. Bien qu'on disparaisse. On voit bien que ça ne va pas être simple. Là, effectivement, on est en train de dénoncer des alliances de circonstances du point de vue de la gauche. Simplement, c'est un principe de réalité. Il avait annoncé la couleur, il ne voulait pas que le gouvernement tombe au lendemain de sa nomination. Donc, il a juste pris en compte le poids que représente le RN à l'Assemblée dans ses positions. Si ça avait été si simple, on n'aurait pas attendu 2 mois pour nommer un Premier ministre. Et si certains partis avaient transcendé leur ego et leur ambition pour 2027, on n'en serait pas là. Donc aujourd'hui, on a une personnalité, moi, que je trouve de valeur, je le dis. Michel Barnier, j'aurais peut-être préféré que ce fût Xavier Bertrand, mais le RN n'en voulait pas, donc ça on peut comprendre les inimitiés, mais quand on se fait la guerre dans les régions aussi, ça fait partie aussi des dommages collatéraux. Mais Michel Barnier, c'est un gaulliste social, c'est quelqu'un qui est l'habitude du dialogue, du débat, qui est à la fois français et qui a une ambition européenne. Il a fait partie des rénovateurs à un moment, je vous le rappelle, de la droite. Moi, je crois que ça ne va pas être facile pour lui, mais il a l'étoffe d'un Premier ministre, il a l'étoffe d'un homme d'État et surtout, il saura écouter. Maintenant que le Rassemblement national
donne un accord ou un avis positif pour tenir un certain moment. Oui. Ça me plaît beaucoup plus que le bluff médiatique et le coup de force politique qu'on a essayé d'avoir tout l'été avec Mme Castet qui faisait la tournée des pages et qui voulait désorganiser notre économie. Vous vous rendez compte de la manière dont vous parlez des élections ? Mais écoutez, c'est très simple. Qui est arrivé en tête des élections ? Le Rassemblement national avec 149 députés. Alors 149 pour vous, c'est supérieur à 193 ? Mais vous êtes une coalition, cher monsieur, vous n'êtes qu'une coalition. Messieurs, j'essaye juste de vous expliquer quelque chose de simple. Je peux comprendre que ce soit difficile à admettre et à accepter pour vous. Mais dans une élection législative, voyez-vous, nous élisons des députés. Bien. C'est comme ça que l'on forme des majorités, fussent-elles relatives. D'accord, maître. Bien. Donc, 149, comme vous dites, si c'est le nombre de députés dont vous vous réclamez, le nouveau Front Populaire en a 193. Mais non, 193, c'est pas un groupe politique, c'est mathématiquement, c'est pas un groupe à l'Assemblée. C'est la coalition avec laquelle nous avons présenté la même étiquette dans l'ensemble de la Constitution de l'été. Merci. Mais d'accord, mais c'est là que le bas blesse depuis le début de l'été. Entre ceux qui considèrent que demandez à Florian Tardif, il vous dira. Entre ceux qui considèrent que c'est le parce que vous considérez que 149 c'est supérieur à 193. Mais non, c'est pas ça. Non, mais c'est le résultat. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Non mais vous connaissez. Allez-y, on va rentrer dans votre jeu. On va rentrer dans votre jeu. Michel Barnier ou supérieur à 193. Non mais je vais rentrer dans votre jeu. Michel Barnier, il est les Républicains ou pas ? Oui. Il est les Républicains. Il y a combien de députés les Républicains ? 41. Un peu plus. 47, il me semble. 47 plus 149. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, puisque visiblement, c'est la majorité qu'il souhaite construire. Donc le Rassemblement national... Répondez à ma question, 149 plus 47 180. Ça fait 200. Un peu plus, 196. Bien sûr, 196, c'est supérieur à 193 ou pas ? Sauf qu'ils ne se sont pas présentés. Je tente de prendre votre raisonnement. Très bien, je vous réponds. Sauf qu'ils ne se sont pas présentés comme ça devant les électeurs. Oui, je peux comprendre. D'accord. Vous savez, ils se sont présentés sur des programmes différents. Ils se sont présentés sur des programmes différents. Bien. Donc ils ont menti aux électeurs. Non, je ne pense pas, mais je pense qu'on nage un petit peu dans la semoule. Non. Attendez, il faut voir les choses clairement. Une élection, vous savez, c'est pas juste pour se répartir les postes et puis ensuite faire sa tambouille et sa magouille dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que les Français aient également voté pour les Français. Ah ben attendez, on est en venu au point intéressant. Mais vous avez fait les Français ont voté pour le nouveau mais les gens en face, ils entendent rien du tout, je vous le dis. Mais alors, parlons-nous calmement, parce que justement, c'était très intéressant. Non, mais je comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Vous avez passé votre été, les uns et les autres, à faire de l'arithmétique. Et aujourd'hui, qu'on a un Premier ministre, vous faites encore de l'arithmétique. Attendez le discours de politique générale, vous voyez qui s'en sort, qui s'en sort pas. Mais là, il nous montre bien l'entendement de la gauche qui n'a pas permis d'avoir un Premier ministre de gauche. Vous auriez pu appliquer votre programme du nouveau populaire si vous écoutiez les autres. La question, c'est la personne qui est nommée Premier ministre en charge de constituer un gouvernement. La personne qui doit être nommée Premier ministre en charge de constituer un gouvernement, c'est la personne qui remporte les élections. Parce que dans ce pays, c'est le peuple qui décide. Je veux bien que ça vous dégoûte. Je veux bien que vous n'en vouliez pas. Mais des élections, c'est comme ça que ça marche. On présente des programmes. Ça vous dérange pas ? Ça vous aurait pas dérangé qu'elle soit et ensuite le peuple tranche. Le peuple a tranché. Ça vous aurait pas dérangé qu'elle soit censurée au bout de 3 jours ? C'est juste pour le principe, il fallait qu'elle soit nommée. Mais parce que ce n'est pas... Même si elle tenait pas la route. Parce que si elle doit être censurée, alors elle l'est. Ça fait partie de la vie parlementaire. Sauf que ce n'est pas le rôle... Attendez, ce n'est pas le rôle du président de la République de décider qui sera censuré ou pas. Il est président de la République. Il n'a pas à préjuger de ce que fera le Parlement. Il veut un gage de stabilité. C'est comme ça qu'il l'a présenté en tout cas. Mais ce que vous dites, il est en dehors de son rôle constitutionnel. Et donc, très bien. Il a contre le peuple français. Transition toute trouvée. Vous avez lu la Constitution ou pas ? Voilà. Oui. On va prendre un petit peu de hauteur. Le président de la République doit, lorsqu'il nomme un Premier ministre, c'est assez simple, respecter 3 articles. L'article 5, l'article 8 et l'article, on fait un peu de droit constitutionnel, 49. L'article 8, c'est la nomination du Premier ministre. Tout à fait. Sa prérogative. L'article 49, c'est effectivement le pouvoir de l'Assemblée nationale de déposer, de voter une motion de censure et de faire tomber un gouvernement. Ça doit rentrer en compte dans, effectivement, son choix, sa prise de décision. Et l'article 5, c'est quoi ? C'est d'assurer la stabilité des pouvoirs et d'assurer la stabilité du pays. La stabilité des institutions. Oui, des institutions. Mais ça n'a rien à voir. L'intégrité territoriale, etc. Ça n'a strictement rien à voir.
Vous voyez, alors, bien sûr que si. Vous pensez... Merci. Non, je suis désolé. C'est en vertu, en vertu de ces 3 articles-là que, effectivement, normalement, s'il suit, alors excusez-moi, renseignez-vous auprès d'un juriste. Je vais vous répondre. Non, mais là, vous avez un problème d'interprétation sémantique. Il y a un moment, j'ai pris le temps, peut-être, et je vous recommande de prendre le temps, peut-être, de contacter un juriste. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je pense que c'est. Je vais vous répondre alors, parce que le débat, je pense que. Merci. Et je pense que c'est important également pour les gens qui nous regardent de faire un petit peu de droit institutionnel et d'élever un petit peu le débat. Et voilà. Qu'on ne s'engueule pas sur les différents plateaux et qu'on tente d'avancer. Merci. Mais c'est en vertu de ces 3 articles-là que normalement, le président de la République doit nommer un Premier ministre, c'est-à-dire penser au fait qu'il puisse être censuré et que cette censure, si elle intervient 1 ou 2 jours après la nomination, puisse créer du désordre. Ce n'est pas ce que dit la Constitution, parce qu'effectivement, il est garant du respect et de la stabilité de nos institutions. Mais les institutions, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la politique mise en place. Les institutions, ce sont les ministères, le fait que les élections puissent avoir lieu, c'est le Conseil constitutionnel. Voilà quelles sont nos institutions. Mais le Premier ministre, le gouvernement, n'est pas une institution. Donc vous méprenez sur cet article-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que lorsque l'on est garant des institutions, justement, être le garant des institutions, c'est respecter les élections, ce qui est la base d'une république et d'une démocratie. Allez, on va s'interrompre. Et donc, lorsqu'on ne respecte pas, je finis juste là-dessus, lorsqu'on ne respecte pas le résultat des élections, il y a un autre article qui est très intéressant, c'est l'article 68 qui permet de destituer le président de la République. Et je vois que je pense que les gens sur ce plateau seront contents d'apprendre que nous sommes les seuls à vouloir nous débarrasser de Macron et que tout le reste de la classe politique a décidé de le défendre. Vous ne serez pas suivi là sur cette décision. Vous perdez votre temps. Vous voulez le destituer ou pas? Vous avez voté pour lui. Vous avez fait voter pour Madame Borne, pour Monsieur Attal, pour Monsieur Darmanin. Arrêtez de faire le pitch. Attendez, c'est une question simple. Vous avez trahi vos électeurs et vos électeurs le savent. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous débarrasser d'Emmanuel Macron, président de la République. Est-ce que vous êtes bien que c'est pas le cas, à voter dans le tout permanent? Mais ce n'est pas possible et vous le croire aux Français qu'une destitution est possible, elle ne l'est pas. Ah si, elle ne l'est pas. Elle l'est. Est-ce que vous êtes prêt à la voter ou pas pour vous débarrasser du président de la République? Emmanuel Macron, Aurélien Lecoq. Donc vous ne le ferez pas. Aurélien Lecoq, vous n'êtes pas tout seul à l'Assemblée, il y a le Sénat derrière. Attendez, mais le processus lui-même, il a aucune chance d'aboutir à cause du Sénat. Puisque tout le monde nous fait des reproches, je dis nous sommes prêts à renverser Emmanuel Macron et à nous en débarrasser et à voter la destitution parce qu'il ne respecte pas les institutions. Je pose la question au Rassemblement national. Êtes-vous prêt à vous débarrasser d'Emmanuel Macron ou le protégez-vous? Et vous avez bien entendu que le Rassemblement national protège le président de la République. Juste vraiment 5 secondes, l'entièreté de l'article 5, c'est il faut qu'il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, la continuité de l'État et l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, le respect des traités. Il y a le fonctionnement régulier des pouvoirs public. Mais ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement le fonctionnement régulier. Il va falloir effectivement aller voir un professeur de droit constitutionnel. J'y suis allé. Bah oui, mais merci Florian. Vous aussi, vous avez une Aurélien Lecoq parce que ça va pas du tout là de vous avoir rencontré. Je vais aller au fond de la salle avec vous. Ouais, félicitations Kindoki parce que ce qu'on veut aussi, c'est les réactions des uns et des autres dans les différentes familles politiques et vous en avez extrait quelques-unes de Twitter notamment. Félicité. Absolument Nelly, si les réactions sont vives ici sur ce plateau, elles le sont tout autant sur le réseau social X où beaucoup ont été nombreux à réagir après l'annonce donc de Michel Barnier en tant que nouveau Premier ministre. Par exemple, Xavier Bertrand du groupe LR qui lui félicite donc Michel Barnier. Il dit « J'adresse à Michel Barnier et à son gouvernement tous mes vœux de succès au service de la France et dans l'intérêt des Français face aux nombreux défis qui s'annoncent. » Édouard Philippe lui aussi félicite Michel Barnier de chez Horizon. Il dit « Félicitations chaleureuses à Michel Barnier. Sa tâche s'annonce rude mais la difficulté ne lui a jamais fait peur et nous serons nombreux à l'aider. » Du côté d'LFI, ce n'est pas du tout le cas. Comme vous pouvez l'imaginer, Mathilde Panot dit la chose suivante. Elle s'agace. Après 52 jours d'un gouvernement battu dans les urnes, Macron continue de se vivre comme en autocrate en nommant Michel Barnier. Le président refuse de respecter la souveraineté populaire et le choix issu des urnes. Merci beaucoup. On est en ligne avec le député Mathieu Lefebvre, Renaissance. Bonjour Mathieu Lefebvre, merci d'être avec nous cet après-midi. Ce choix de Michel Barnier, il recueille votre assentiment. Est-ce que vous pensez qu'il a une chance de tenir la route? Si j'en crois la position de Renaissance, il n'y a pas de censure automatique, mais pas de chèque en blanc non plus. Donc tout va dépendre du discours de politique générale?
Oui, enfin, moi, je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec un Européen convaincu, un homme d'État et quelqu'un qui a su démontrer par le passé qu'il était à la fois rompu au dialogue social et puis très exigeant en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration clandestine. Je pense que toutes celles et ceux qui disent aujourd'hui, a priori, on va censurer Michel Barnier, sont des gens qui parient contre l'intérêt de la France. Il faut évidemment que Michel Barnier ait une chance au Parlement. Il faut qu'il ait avec lui, autour de lui, une équipe plurielle qui soit susceptible de recueillir un assentiment sur quelques grands projets dont la France a besoin. Mais enfin, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, dans l'état dans lequel se trouvent, par exemple, nos finances publiques, d'avoir des gens qui vont nous dire on censure a priori Michel Barnier. Michel Barnier est un homme d'État et il aura, je l'espère, la confiance d'une majorité de l'Assemblée pour mener à bien des réformes importantes. Quels sont les chantiers prioritaires sur lesquels vous l'attendez et sur lesquels vous espérez qu'il arrivera à rassembler le plus large possible ? Je pense que l'amélioration de la réponse pénale, la demande d'ordre et d'autorité qui a émergé pendant ces élections législatives doit être un chantier prioritaire, mais aussi évidemment la maîtrise de nos comptes publics sans pour autant pénaliser les Français qui travaillent à travers des hausses d'impôts. Voilà, me semble-t-il, deux directions dans lesquelles il faut aller et pour lesquelles il faudra aider Michel Barnier. On a besoin d'avoir une majorité qui soit responsable face aux défis du moment. La France est un pays qui est endetté, on ne peut pas tout se permettre, on ne peut pas se permettre de revenir sur la réforme des retraites. Et on a un pays qui doit faire face également à des défis régaliens très importants. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se permettre de retirer la loi immigration ou de faire preuve du moindre laxisme en la matière. Donc je pense que nous devons aider Michel Barnier à travailler dans ces deux directions, l'aider à avoir une France qui est à la fois respectueuse de son ordre public et respectueuse également de sa justice sociale qui est aujourd'hui objectivement mise à mal. Vous voyez, par exemple, sur la question du partage de la valeur entre salariés et chefs d'entreprise, je pense qu'on peut progresser. Il y a une voie pour répondre à la question sociale sans augmenter les impôts, comme le voudrait la France insoumise. Merci beaucoup, Mathieu Lefebvre, d'avoir été avec nous cet après-midi. Florian, juste un mot quand même sur la personnalité de Michel Barnier et son parcours. Parce que bon, il a occupé beaucoup de Marocains. Surtout, son dernier poste le plus notable, ça a été négociateur en chef du Brexit. Tout est dans le mot négociateur, peut-être dans cet adjectif. C'est peut-être aussi une qualité qu'il devra je pense que c'est même la principale pour pouvoir s'en sortir. Oui, c'est la principale qualité, tout simplement parce que il y a eu ces derniers jours parfois le nom, notamment le président du CESE, Thierry Baudet, de personnalités plus techniques que politiques. Et c'est vrai que moi je n'y ai jamais cru, tout simplement parce que compte tenu de l'instabilité tout de même réelle, certes le président de la République cherche à tenter de créer une stabilité au sein de l'Assemblée nationale. Enfin, force est de constater que ça va tout de même être très, très, très compliqué. On voit très bien que le Rassemblement national demande des gages à Michel Barnier, que Renaissance demande des gages à Michel Barnier, qu'il y a potentiellement la menace d'une motion de censure déposée par les membres du Nouveau Front Populaire. Donc, tous attendent son discours de politique générale et je pense qu'ensuite, s'il va tenter de créer une majorité relative qui sera peut-être légèrement au-dessus du Nouveau Front Populaire, je pense que rien que dans la symbolique, ça serait important pour lui, il va falloir ensuite négocier texte par texte. C'est-à-dire, parfois, c'est ce qu'a fait tout de même Elisabeth Borne et Gabriel Attal depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron et depuis la perte de la majorité absolue. Mais là, d'autant plus. C'est-à-dire que quand on n'a que un peu moins de 200 députés, vraisemblablement selon les comptes qu'on fait vite fait en ce moment, il faut arriver à 290, 289 pour faire passer un texte. Donc c'est-à-dire que parfois, il va falloir tenter de séduire les membres du Rassemblement national, et pas quelques membres, 90 députés. Parfois, il va falloir tenter de séduire, en fonction du texte, des membres... En fait, on revient à la Macronie canal historique, à ce qu'était Renaissance à ses débuts. Le texte par texte, aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Depuis le début du second quinquennat, sauf qu'aujourd'hui, qui a les cartes ? C'est soit Marine Le Pen, soit effectivement un représentant qui pourrait se détacher légèrement du Nouveau Front Populaire, issu de la gauche, un socialiste, un écologiste qui arriverait à prendre quelques députés pour voter des textes plutôt des textes de gauche. À cet égard, les premiers textes qui seront soumis vont être cruciaux parce que vous allez voir très vite de quel bois ils vont se chauffer. Ça peut donner le ton de cette législature pour vous ?
Mais oui, mais c'est les Français... Parce que vous pouvez aussi vous braquer très vite, mais si ça ne va pas du tout dans votre sens. Mais ce sont les Français qui ont les cartes en main. Et on sait tous autour de la table ce qu'attendent les Français comme politique. On a parlé d'immigration, on a d'ailleurs longuement parlé d'immigration ces derniers mois lors de la loi immigration. On sait que 83% des Français sont pour un durcissement de notre politique migratoire. Les Français veulent plus de sécurité, veulent plus de pouvoir d'achat, veulent qu'on puisse travailler sur l'état de nos finances publiques et souhaitent aussi en grande majorité l'instauration d'une proportionnelle. Donc le texte par texte, nous le faisions déjà sous le précédent mandat. Vous allez me laisser terminer, monsieur. Sous le précédent mandat, nous étions constructifs et cohérents avec les idées que nous portons. Et donc nous avons voté des textes d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils venaient, dès l'instant où ils apportaient un plus pour les Français et pour le pays. Sans sectarisme, contrairement à vous. Et je vais vous prendre un exemple très concret, parce que vous passez votre temps à dire que vous souhaitez l'abrogation de la réforme des retraites, mais vous parlez, nous on agit. La réforme des retraites, son abrogation, nous l'avons inscrit, nous, à notre niche parlementaire, ça c'est du concret, le 31 octobre. Et ça fait plusieurs jours que j'entends vos collègues du NFP dire qu'il est hors de question de voter l'abrogation de la réforme des retraites le 31 octobre prochain. Donc vous allez une fois de plus trahir vos électeurs parce que vous êtes animés non pas par des convictions et par l'intérêt général, mais vous êtes animés par votre sectarisme. Vous n'avez pas manifesté, vous n'avez pas manifesté une seule fois. À côté de vous, non, certainement alors, pas. Alors attendez, je vais vous poser... oui ou non voter l'abrogation de la réforme des retraites le 31 octobre prochain. De la même manière, vous venez de lui dire pourquoi vous ne votez pas la destitution. Vous voudriez, alors... Parce que ce sont des anarchistes et que leur fonds de commerce n'arrive à subsister que sur le malheur des Français. Voilà, c'est une réalité. Votre fonds de commerce, c'est le malheur des Français. Je trouve ça très amusant que vous me posiez cette question. Parce que voyez-vous, avant octobre, il va y avoir un autre sujet. C'est effectivement celle de la censure et de la confiance à ce gouvernement. Vous avez là un Premier ministre qui est favorable à la retraite à 65 ans. Il ne s'est pas encore exprimé. Vous n'allez pas censurer un Premier ministre favorable à la retraite à 65 ans ? D'entendre ce qu'il a à dire. Ah, bien. D'entendre ses engagements. Il est quand même issu des Républicains. Oui, non, mais d'accord. Nous connaissons sa position. Il est contre l'abrogation de la réforme des retraites. On est dans une situation politique particulière. Donc vous n'allez pas le faire tomber. A été mis en place. Donc vous n'allez pas le faire tomber. Il a été mis en place. Vous n'allez pas le censurer. Pour un gouvernement de transition, pour quelques mois. Il a été mis en place. Il va prendre des engagements. On verra quels sont ses engagements. En l'occurrence, sur l'abrogation de la réforme des retraites, nous persistons et nous l'avons proposé concrètement et c'est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. Pendant que vous bavassez, nous on agit. Non, la réalité c'est que vous essayez de donner des gages parce que vous êtes en train de sauver Emmanuel Macron. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous avez voté pour lui, arrêtez. Si Emmanuel Macron a décidé, je n'ai jamais voté pour Emmanuel Macron. Moi, je vote contre vous lorsqu'il faut voter contre moi. Mais la réalité, mais qu'est-ce que vous en savez? Allez, merci. Attendez, c'est le sujet de fond. Pourquoi c'est Michel Barnier qui est nommé aujourd'hui ? C'est Michel Barnier qui est nommé aujourd'hui parce que c'est le résultat du deal entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais donc, vous avez refusé les deals. Le deal devait être avec la gauche initialement. Vous ne souhaitiez pas gouverner, principalement vous à la France Nous, on ne veut pas t'embrouiller avec un président de la République. Parce que vous avez élections. Parce qu'ils sont incapables de gouverner. Je suis pas du tout. Parce qu'ils vivent dans le malheur des gens. Non, mais il faut aussi laisser parler les autres en vrai. Vous avez une question. Mais en fait, déjà, avant même d'en arriver au texte, il faut dire qu'on a un gouvernement qui tienne la route. Oui, absolument. C'est vrai, parce qu'on n'a même pas encore eu de discours de politique générale, on ne sait même pas ce qu'il va exprimer, et vous parlez déjà de faire tomber le gouvernement. Donc c'est un principe, c'est idéologique, donc il faut faire tomber le gouvernement. Vous parlez de temps. Les élections et la démocratie. On s'en fiche sur ce plateau. Non, mais vous êtes gentil en nous parlant de démocratie, vous n'avez pas nous donner des leçons de démocratie. Entre le premier et deuxième tour, vous n'avez pas hésité à faire une tambouille avec Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Vous avez retiré vos candidats en faveur. Vous avez fait élire Elisabeth Borne. C'est pas vrai. Pour des places, la vérité c'est quoi? Ils ont été battus. La vérité c'est pas ça. La vérité c'était pas ça. La vérité c'est ce qui vous importait, c'est d'avoir des places. Pour avoir des places, vous avez dealé. Laissez-moi juste terminer. Vous avez dealé, vous avez retiré vos candidats pour faire élire ceux d'Emmanuel Macron. Là, ça vous dérangeait pas. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'était pour avoir des places. Là, ça vous dérangeait pas. Et vous parlez de cohérence. Mais elle est où la cohérence chez vous? Vous avez été avec eux entre le premier et le deuxième tour. Ça vous arrangeait. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, je suis obligé de vous le dire, mais je pense que vous l'avez compris, il vous a eu.
La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne pouvait pas gouverner avec Mme Castex. C'était pas possible, et vous le savez, dans les 48 heures, elle serait tombée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est juste une question d'ambition. Moi, je veux que le peuple français soit entendu, madame. La vérité, c'est quoi? Je veux qu'on écoute le peuple français. Quand il y a des élections, vous savez, on a nommé... Mais le peuple français, c'est pas NFP, c'est terminé. Il y a eu d'autres partis. Oui, mais qui est arrivé en tête? Mais vous n'allez pas revenir avec votre histoire. On va vous dire que le Front National a fait 11 millions de... Écoutez, je suis désolé, mais la vérité, c'est qu'en fait, vous êtes dogmatique. Pas du tout. Vous êtes dogmatique. Je défends un programme. C'est ça que vous appelez dogmatique? Mais quel programme? Il sait même pas. Ah bah si. Abrogation de la retraite à 64 ans, augmentation des salaires, blocage des prix. Vous voulez faire tomber un gouvernement. Vous n'avez même pas de cohérence dans ce que vous dites. Je suis désolée, monsieur. Alors, est-ce que vous concevez... Parce que tout à l'heure, je vous ai vu hausser les sourcils quand Yohann Gillet parlait de la maîtrise de l'immigration voulue par une majorité de Français. Est-ce que vous concevez qu'il y ait des gens qui puissent voter pour vous au NFP? Certes, c'est un fait mathématique incontestable, ça s'est passé comme ça. Pour des considérations de pouvoir d'achat, mais pas forcément sur d'autres sujets sur lesquels ils souhaitent au contraire une plus grande maîtrise des frontières. Oui. Vous savez, il y en a pour tout le monde. Il y a des gens qui, effectivement, veulent renoncer aux retraites, qui veulent le SMIC à 1600, à la réforme des retraites, qui veulent le SMIC à 1600, mais qui veulent, sur le régalien et sur des sujets plus, disons, de contrôle des frontières, être peut-être plus ferme que ce que prônent vos dirigeants politiques. Est-ce que ça, vous le concevez, ou vous pensez que quand on vote pour le NFP, c'est tout un bloc et on ne conteste pas ce qu'il y a dedans comme mesure? Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? J'ai bien compris la question. Peut-être que vous faites de la politique avec des boules de cristal, que vous essayez de deviner ce que voudraient vraiment les gens, de ce que... Bah non, on a des sondages en fait. Nous, on fait de la politique. On les a, les sondages. Oui, vous avez des sondages, par exemple. Non, mais on sonde des gens d'LFI aussi, vous savez. On s'en tient pas qu'aux gens du RN, oui, en fait, dans les sondages. Je sais. Vous faites des sondages. Les sondages qui, par 27 fois sur 27 sondages, avaient annoncé la victoire du Rassemblement national aux élections législatives. Je connais tout ça. Bon. Maintenant, dans une démocratie, et ça me paraît dramatique, et en réalité, je souris, mais le moment est grave, parce que dans une démocratie, ça fonctionne comme ça. Ah bon, justement, il y a des élections. On va écouter Éric Coquerel, si vous le voulez bien. Ah oui, si vous êtes proche de lui, allez, c'est parti. Écoutons Éric. Parce qu'on est sur une personnalité de droite classique, une personne de 73 ans, qui était ministre sous Chirac, ministre sous Sarkozy. Déception, amertume. Alors écoutez, aujourd'hui, la déception, l'amertume et le fait de se sentir floué, c'est pas tellement l'important que ce soit moi qui le sente, c'est surtout les Français. Et je pense que ça doit être un sentiment dans le pays d'incompréhension et de colère. On va avoir comme Premier ministre quelqu'un issu de la 4e formation de ces élections. On va avoir comme Premier ministre quelqu'un qui va poursuivre la politique de M. Macron. C'était d'ailleurs l'objectif. Politique, si je devais la résumer, qui a vu les 500 plus gros patrimoines de ce pays posséder 45% aujourd'hui de la richesse nationale quand c'était 20% quand M. Macron est arrivé. Voilà, je pense que c'est une bonne manière de résumer une politique néolibérale en faveur des plus riches. Et de ce point de vue-là, M. Barnier est idéalement placé pour la continuer vu ce qu'il a fait au niveau de la Commission européenne. Et enfin, une politique qui s'est mise dans les mains du RN. C'est-à-dire qu'on a fait un front républicain pour battre le RN et M. Macron a réussi l'exploit de choisir un Premier ministre qui acceptera au moins au début l'onction du RN, ce qui est aussi le cas avec M. Barnier, je suppose, en fonction de ses sorties anti-migrants très radicales ces temps-ci. Donc voilà, c'est un constat absolument terrible qui est à la fois un coup de force, un déni démocratique vis-à-vis des Français, une manière de dire vous pouvez voter, rien ne changera. Et M. Macron, évidemment, totalement responsable de cette situation. Quelle position du nouveau Front populaire et du LFI en particulier? On censure d'emblée ou on laisse un peu de temps? Non, on va censurer. On va censurer pour une bonne raison. Et je pense que nos partenaires du Front populaire qui avaient dit qu'ils censureraient en fonction du discours d'introduction le feront également. Parce que personne ne peut avoir d'illusion sur la politique suivie. Il va y avoir la même politique de rigueur budgétaire, d'austérité, de politique d'offre et de compétitivité, la même politique en faveur des plus riches de nos concitoyens, la même politique sécuritaire, autoritaire. Donc oui, je ne vois pas autrement, je ne vois pas comment faire autrement. Vraisemblablement, ils ne seront pas censurés, parce que je pense qu'il y a un deal avec le RN, ce qui est quand même quelque chose de grave, à la fois vis-à-vis du RN, mais le RN, comme ça, montre aussi qu'ils sont capables de soutenir finalement, ou en tout cas de ne pas
de ne pas s'opposer d'emblée à un candidat qui prolonge la politique, un Premier ministre qui prolonge la politique de M. Macron. Donc c'est un sens intéressant, c'est un enseignement intéressant dans les deux sens. Donc on va censurer et puis on va également, dès la commission des finances, puisque ça va être le premier texte qui va arriver, le budget, dont j'avais dit qu'en réalité, la condition pour être Premier ministre de M. Macron, c'était de poursuivre cette politique qui a déjà été concoctée cet été à Bercy. Elle va arriver en commission, elle sera minoritaire, je crois. On va donc la combattre. Et voilà, rassurez-vous, c'est pas M. Barnier qui m'appelle. On va donc la combattre et je pense qu'on la rendra minoritaire. Elle se reposera à ce moment-là la question d'une motion de censure. Parce que justement, c'est quoi votre marge de manœuvre? La motion de censure, là, immédiate, ne passera pas forcément. La destitution, on voit que c'est compliqué. Donc, voilà, c'est s'attaquer dans des textes, le budget, par exemple? La motion de censure passera pas. Ça dépend ce que fera le RN. Est-ce qu'ils soutiendront ou pas la politique néolibérale et inégalitaire de M. Macron? Ensuite, les marges de manœuvre, par contre, elles vont vite, parce que là, ça sera sur du dur, ça sera sur du programme. Donc, à mon avis, elles vont vite s'élargir. Je vous dis, à la commission des finances, le projet de loi de finances sera minoritaire, j'en suis absolument persuadé, et on va le transformer radicalement. Donc qu'est-ce qui se passera après par la suite? Est-ce qu'ils vont tenter un 49.3? S'ils tentent un 49.3, il y aura motion de censure. Et donc moi je pense que les jours du gouvernement Barnier, sauf alliance totale avec le RN, mais alors là on passe à une autre phase, hein. C'est pas impossible, on passe à une autre phase. De ce point de vue-là, ça va se compter en mois. Et donc se reposera la question d'un gouvernement Lucie Castet. En attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mobiliser contre ce coup de force le 7 septembre, vous le savez, à Paris et dans toute la France. Et puis, on va aussi continuer à pointer la lourde responsabilité de M. Macron dans ce coup de force en continuant à demander sa destitution. Et j'ai remarqué que de plus en plus de personnalités, y compris à droite, parlent au moins de sa démission. Donc vous verrez que ça redeviendra d'actualité. Avec Michel Barnier, Premier ministre, quel profil, quelle couleur politique vous voyez à Bercy avec ce budget à préparer maintenant? L'orthodoxie néolibérale dont il a fait preuve en tant que commissaire européen et qui est la politique de M. Macron. C'est une politique de droite économique qui va se doubler, je l'ai dit, d'une politique de droite en matière sécuritaire, autoritaire vis-à-vis des migrants. Voilà, donc c'est une fusion, on va dire, quelque part entre le RN et puis le macronisme. Mais c'est peut-être là, finalement, où devait finir le macronisme, qui devait finir à droite. Et je pense que M. Barnier en est l'illustration. Est-ce que vous aussi vous appelez à de nouvelles élections législatives dans un an? Ce sera possible? Ah bah, écoutez, si jamais il y a, ce que j'espère, une motion de censure votée en novembre, je vous fais remarquer que d'autres élections vont être d'actualité, parce qu'on ne pourra pas attendre un an. Donc, à mon avis, se posera la question soit que M. Macron accepte un gouvernement nouveau populaire, soit qu'il se démette. Mais il faudra bien sortir de l'impasse dans laquelle il nous a mis. Est-ce qu'il ne fallait pas soutenir Bernard Cazeneuve pour avoir au moins quelqu'un de gauche? Mais la question, vous savez, ce qui est en train... Moi, j'ai jamais pensé que Bernard Cazeneuve serait appelé Premier ministre. Voilà. J'ai jamais pensé. Pourquoi? Parce que malgré tout, quand même, je pense qu'il n'aurait pas accepté de le faire sans certains repères à gauche, notamment sur la réforme des retraites. Et je pense que M. Macron ne voulait pas en entendre parler. Donc je n'ai jamais cru à cette éventualité. J'ai toujours pensé que ça serait un Premier ministre de droite. Ça me donne raison. Merci. Ah oui, je suis désolé. Éric Coquerel, député LFI, qui nous dit les jours, a priori, de son gouvernement, de toute façon, seront comptés, sauf alliance avec le RN. Donc, il est sur, évidemment, la même ligne que votre voisin. Parce qu'effectivement, sans majorité, il faudra peut-être légiférer par 49.3 et donc il y aura des motions de censure derrière. Alors, puisqu'on parle de l'actualité législative, Yaël Braun-Pivet, cher Florian, demande dans ces conditions au président de la République, pour aller vite un peu, avancer, de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée, c'est-à-dire 15 jours, je crois, avant la date prévue, en gros. Hein. Oui, elle demande tout simplement parce que en fait, les travaux à l'Assemblée nationale doivent reprendre, et je crois que c'est inscrit également dans la Constitution, début octobre. Donc le premier jour ouvrable du mois d'octobre. Si c'est assez précis, puisqu'on faisait tout à l'heure du droit constitutionnel. Et c'est vrai que depuis plusieurs jours, compte tenu de la situation politique dans notre pays, il y a de nombreux parlementaires qui ont appelé la présidente de l'Assemblée nationale à justement demander une session extraordinaire. Vraisemblablement, je pense qu'elle devrait être entendue, tout simplement parce que, compte tenu de cette instabilité politique, du fait que Emmanuel Macron vraisemblablement souhaite avancer, et que ça serait pour Michel Barnier une bonne chose, je pense, de pouvoir s'exprimer
au plus vite sur ce qu'il souhaite faire, ce fameux discours de politique générale qui est attendu, que ce soit du côté des oppositions, mais également du côté de l'ex-majorité. Je parle bien évidemment des députés du groupe Ensemble pour la République. Et donc ça suppose qu'il y aura un gouvernement rapidement, là, si vraiment la convocation a lieu pour le 14 ou 15 septembre. Là, il lui faut un gouvernement dans les 4-5 jours qui viennent. Compte tenu des différents rendez-vous qu'a pu avoir le président de la République, alors peut-être que je m'avance un tout petit peu, mais je pense que le gouvernement il est quasiment déjà fait. On espère quand même qu'en 50 heures, enfin, on va pas attendre. Voilà, après, je vois mal le président de la République et Michel Barnier recommencer. Après, on peut toujours tenter une saison 2 de ce qui s'est passé cet été, en ayant une sorte d'été indien. Oui. Mais je pense que voilà, si il y a le nom de Michel Barnier qui sort aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des gages des uns et des autres pour pouvoir constituer un gouvernement facilement. Et je pense que d'ici début de semaine prochaine, on aura l'ensemble du gouvernement. Alors, vous savez, Michel Barnier, il avait été candidat la primaire de la droite, donc on va regarder dans un instant son programme, et il était particulièrement critique d'Emmanuel Macron, c'était en novembre 2021, écoutez. Après 10 ans du couple Hollande-Macron, qui a causé tant de tort à la France, nous en avons assez. Et le temps est venu de réparer notre pays. Je dis réparer parce que les dégâts sont considérables. Vous ne voulez plus, nous ne voulons plus à l'Élysée de celui qui a reculé dès le début de son mandat face aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes, de celui qui a laissé prospérer le désordre, de celui qui considère qu'il n'existe pas vraiment de culture française, du premier président qui n'a pas été en mesure de conduire à bien la réforme des retraites. C'est ça qui est terrible, Alexis Isard, en politique, c'est que quand vous avez une carrière comme la sienne, on exhume tout et on retrouve tout. Oui, mais là, dans le cas actuel, moi, j'estime pas, et je suis un ancien député du groupe présidentiel, mais j'estime pas que ce soit disqualifiant étant donné que le président de la République n'avait pas à nommer un macroniste à Matignon, mais quelqu'un qui était au-delà de sa ligne politique. Donc c'est plutôt normal. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que Michel Barnier convainc le bloc majoritaire, anciennement majoritaire, en tout cas le bloc présidentiel, de le suivre dans les réformes qu'il va entamer. Ce qui est extrêmement important là, c'est de clôturer un budget qui soit responsable pour l'État, extrêmement important. Il y a aussi, je vous en parlais la fois passée, les lois agricoles qu'il va falloir passer. Et Michel Barnier a une qualité, c'est qu'il a été ministre de l'Agriculture, donc il connaît les problématiques agricoles. Je pense que c'est un énorme plus. Et il va falloir très vite que l'Assemblée se mette au travail. Aussi, il a un pédigré, il a été commissaire européen, il a été député. Et on ajoute aussi qu'il a été à la fois député et sénateur, ce qui sera extrêmement important pour trouver les coalitions. C'est le fameux technocrate qu'on recherchait, en fait, avec une casquette politique. Oui, il a un peu les deux. Il a l'expérience politique, il a le côté aussi techno, il a pour lui l'expérience. Il connaît parfaitement le fonctionnement des institutions. Il a aussi eu un pied en Europe pendant longtemps, donc effectivement. Et en plus, c'est aussi une personnalité qui est plutôt consensuelle. Donc il cochait quasiment toutes les cases, et c'est pas dire toutes les cases. Et il a été ministre sous 2 cohabitations. Donc la cohabitation, c'est quelque chose... C'est le premier ministre CNews, il a une vraie expertise, en tout cas. Il coche toutes les cases voulues par le président de la République. Bon, Bernard Cohen... Oui, non, mais Michel Barnier, c'est pas un putschiste, c'est sûr que c'est pas un putschiste. Il ne demande pas la destitution du président de la République, et fort heureusement pour nous. Parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'avancer, d'avoir un programme, un budget qui tienne la route, avec un homme de dialogue. Et heureusement qu'il n'est pas du bord du président de la République, sinon il n'aurait pas été à LR, il aurait été à Ensemble. Il a fait 24%, 23,9% je crois à la primaire des LR. C'est un homme de courage, c'est un homme d'ambition pour la France. Et moi, je dirais que c'est un sage. Moi, je suis assez rassuré pour les milieux d'entreprise, je vous le dis, Nelly, que ce soit Michel Barnier. Maintenant, ça va être au Rassemblement national aussi de valider un certain nombre d'attentions, parce qu'il faut aussi répondre aux attentes des Français, la sécurité, l'immigration. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est important. Gérald Darmanin n'a pas pu aller assez loin parce qu'il y avait effectivement une certaine opposition de gauche. Mais on a besoin de stabilité, de confiance et non pas de stop and go. Et surtout, je le redis, pour les milieux d'affaires, on n'a pas besoin de menaces permanentes de destruction de notre économie ou de l'État. Sur l'économie, ça reste un homme de droite, ce que sur le plan économique, vous n'êtes pas, Yohann Gillet. Ah bon Non, ils ne sont pas à droite, le Rassemblement national. Je ne partage pas votre point de vue, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Non, mais c'est vrai. Nous allons... pas un programme donc ils ne sont pas libéraux. Libéral. Le Rassemblement national. Nous allons... de l'économie, je ne parle pas du Régalien. Pas sur l'économie. Nous allons nous assurer... Vous n'avez pas un programme économique libéral comme les LR, désolé. On peut être dans le libéralisme raisonnable et raisonné. Je dirais presque du macronisme. Non, mais...
Nous, on va s'assurer au Rassemblement national que Michel Barnier ne soit pas sous tutelle d'Emmanuel Macron. Oui. Nous avons ce pouvoir-là, effectivement, de faire en sorte que Michel Barnier soit encore Premier ministre dans quelques semaines ou ne le soit plus. Et donc, nous allons nous assurer qu'il réponde aux aspirations des Français, qu'il ne soit pas sous tutelle d'Emmanuel Macron, parce que les dernières élections ont montré que les Français ne voulaient plus de la politique d'Emmanuel Macron. Et donc, nous avons ce pouvoir-là dans les mains. Et donc, nous allons très clairement défendre les Français, et c'est ce que nous allons faire concrètement. Et contrairement à mon voisin de droite, qui est d'extrême gauche, nous n'allons pas bloquer le pays d'extrême gauche. Nous n'allons pas bloquer le pays pour le plaisir de bloquer le pays. Le chaos, il y en a suffisamment en France. Il y a un budget à voter, effectivement, et c'est très important. Les finances publiques sont dans un état catastrophique de par le fait de la gestion désastreuse de la Macronie ces dernières années. Donc maintenant, il faut être responsable. Nous aspirons à ce qu'il y ait des élections anticipées dans quelques mois, parce que ce sera nécessaire, mais de préparer justement ces élections de manière constructive pour l'intérêt du pays, en proposant notamment l'élection proportionnelle. Ça me paraît essentiel. Un dernier mot, et puis après on va procéder à un changement de plateau avec d'autres invités qui vont nous rejoindre, et on retrouvera féliciter d'ailleurs Kindoki pour les réactions politiques que cette nomination de Michel Barnier suscite. Allez-y, je vous en prie. Oui, je ne voudrais pas casser l'ambiance, parce que j'ai vraiment l'impression que Michel Barnier est le Premier ministre CNews adoubé par tout le monde. Ah, et effectivement, attendez. De CNews, hein. Et donc, s'il est devenu Premier ministre CNews, ne vous en déplaise pas. Ce n'est pas. Je dirais pareil partout. Ne vous inquiétez pas, à toutes celles et ceux qui défendent aujourd'hui un choix qui se fait contre le peuple français. Et s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont effectivement contre la retraite à 65 ans et qui ont voté pour l'augmentation des salaires, pour le blocage des prix, pour que leur vie change un peu au quotidien, et qui veulent effectivement pas se faire voler leur élection par Emmanuel Macron, ils ont un rendez-vous pour se mobiliser. C'est ce samedi 7 septembre. À Paris, c'est à 14h, place de la Bastille, et c'est partout en France. Il y a un moment où il va falloir entendre qu'il y a eu des élections et que ce n'est pas Emmanuel Macron de décider seul, ni au Rassemblement national avec lui. Merci Yoann Gillet, merci à tous d'avoir été parmi nous. On retrouve Félicité Kindoki.